Vous suivez toujours votre émission Le Grand Soir. Nous abordons maintenant la dernière manche, c'est bien la tribune politique. À l'issue du Forum mondial sur l'énergie en 2012, il a été institué la Journée mondiale de l'énergie tous les 22 octobre désormais. Le Bénin ne reste pas en marge de cette célébration, occasion pour les autorités en charge de ce secteur de faire un rappel sur les avancées notées pour une autonomie énergétique. Quel impact sur le quotidien des Béninois et sur les activités économiques? Pour en débattre, nous recevons pour vous François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald Louis, bonsoir chers amis téléspectateurs. Très bien. Ano Kinsi, acteur politique, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau, Alimatou Badarou, que je retrouve avec tout un plaisir. Bonsoir. Bonsoir monsieur Romuald. Voilà, vous êtes acteur politique. Je voudrais vous poser la première question. Une journée consacrée à l'énergie, est-ce opportune cette journée? Oui, bien sûr, elle est opportune, d'autant plus que l'énergie est un élément fondamental de développement pour toutes les nations du monde. Vous avez constaté qu'après la Seconde Guerre mondiale, il a été constitué le Conseil mondial pour l'énergie, où environ une centaine de pays se sont mis ensemble pour partager les défis de l'énergie, à savoir, l'objectif c'est l'efficacité énergétique, certes, mais c'est de sécuriser l'énergie, de l'avoir à un prix abordable, puisque vous savez, il y a des régions qui ont de l'énergie, qui sont des fournisseurs, il y en a qui n'en ont pas. Comment faire l'équilibre? Et quand vous regardez aussi, aujourd'hui, qu'il y a environ 1,5 milliard d'habitants dans le monde qui n'ont pas l'énergie, sur les 7 milliards, c'est important. Et donc, quand on crée les journées mondiales, ça permet de rappeler les gestes qu'il faut, déjà face au climat, qu'il faut qu'on renouvelle l'énergie, parce que plus il y a de popularité, moins, enfin l'énergie qu'on partageait avant ne commence pas à diminuer, il faut penser à l'énergie renouvelable. Il faut aussi penser à des gestes écologiques, les éco-gestes, c'est-à-dire comment faire pour consommer moins d'énergie, gaspiller, pour ne pas gaspiller de l'énergie afin de permettre d'en avoir assez. Et donc toutes ces préoccupations sont importantes, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des journées comme ça pour rappeler les gestes qu'il faut et afin de contribuer au développement de toutes les nations du monde. Très bien. Ano Kinsi, jugez-vous également de l'opportunité d'une telle journée? Tout à fait. Merci beaucoup, M. Romuald, pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir opiner et de discuter d'une question essentielle pour notre nation. Je crois que la question ne se pose plus puisque l'énergie est rentrée dans nos quotidiens. Vous pouvez aller à Tchoumi Tchoumi dans une campagne. Il y aura quelqu'un qui a un téléphone portable. Comment fera-t-il pour le charger? La question se pose. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour les économies fondamentales, il faut de l'énergie. Ce n'est pas tout de suite l'autonomisation qui est le problème, mais la suffisance énergétique. Et c'est à cela que les peuples pensent tout de suite, avant de pouvoir penser à une autonomisation. Et quand vous allez dans nos écoles, dans nos universités, dans les hôpitaux et même dans les administrations, il faut de l'énergie pour pouvoir travailler. Et l'industrialisation, l'émergence dont rêve une nation passe aujourd'hui par l'énergie. Sans l'énergie, nous ne pouvons rien. C'est aujourd'hui le quotidien de tout chacun de nous. Et je crois que c'est opportun et nous devons les accompagner et travailler, comme vient de le dire Mme Badarou, pour que les gestes normaux soient quand même posés pour que nous puissions sécuriser le peu que nous avons et quand même mettre la sécurité énergétique aussi au cœur de nos enjeux. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. François-Xavier Noumon, comme le rappelait Alimatou Badarou, il y a un instant, sur 7 milliards sur la planète, on pourrait quand même constater qu'il reste tout de même 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à cette denrée qui est tout de même précieuse aujourd'hui. Oui, une denrée au-delà du précieux, une denrée vitale. Il faut dire que c'est une réelle fracture à l'échelle de la planète et de tout temps, la disponibilité de l'énergie est corrélée positivement au niveau de développement. Donc il y a une bonne partie de la planète qui est, on va dire, qui est dans le noir tout simplement, et c'est toujours intéressant de voir la physionomie de la planète, les disparités. Vous pouvez le voir tout le monde peut le voir sur Google Maps, ainsi de suite. À 1 heure de la journée donnée, vous remarquerez que quand il fait nuit, même si au gré des fuseaux horaires, toute la planète n'est pas dans le noir en même temps, mais vous verrez très bien qu'il y a une bonne partie, surtout le continent africain, une bonne partie du continent africain qui végète dans le noir. Pour des pays comme le nôtre, nous sommes encore dans une quête, au-delà de la
on griffe la justice planétaire qui voudrait que voilà qu'il y ait une certaine quand même équité, une répartition, une accessibilité au moins égale à tous les habitants de la planète à l'énergie. Nous, comme tous les pays d'Afrique subsaharienne, nous sommes encore dans une quête de cette accessibilité. Et des journées comme celle-ci tombent à pic pour faire le point des avancées, pour faire le point de ce que nous avons, comme nous principalement le Bénin, en termes de parcs de production, de distribution, de transport, ainsi de suite, parce que ce sont des questions lancinantes qui pénalisent quelque peu les velléités de développement. Sans énergie, tout simplement, il n'y a pas de développement. L'énergie, depuis la première révolution industrielle, l'énergie est corrélée à tout ce qui a comme velléité de développement. C'est les premières bases d'une nation. Tant qu'on végète dans le noir, il n'y a pas d'espoir véritablement en ce qui concerne une option de développement. Donc, et on a la chance que l'actuelle administration, c'est Chine, a gommé cette faiblesse qui a un peu trop duré. Très bien. Puisque vous en parlez, nous allons spécifier un peu le cas du Bénin. Je voudrais vous rappeler ces propos du président Patrice Talon le 6 avril 2016. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie tant que en qualité donc de droit inaliénable. Alimatou Badarou, ces propos ont été tenus le 6 avril 2016. Aujourd'hui, on est le 22 octobre 2019. Nous avons traversé des années, nous avons environ 3 ans. Dites-nous, est-ce que véritablement vous avez vu que nous avons connu des avancées au-delà de ces propos, aujourd'hui des actes? Oui, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il s'agit de regarder les stratégies de développement que nous avons mis en place en matière d'énergie. Bien évidemment, quand le président Talon est arrivé, il y a eu une phase d'urgence. Puisque vous avez constaté, dans un délai même pas d'1 an, on a commencé par régler le problème du délestage. Donc à cette phase d'urgence, il y avait en ce moment des groupes électrogènes qui fournissaient peut-être de l'énergie, environ 150 MW, je crois, par là. Et puis d'autres centrales isolées de la SVE qui ont été réactivées, réhabilitées pour pouvoir répondre très rapidement. Et puis il y avait d'autres fournisseurs aussi, je crois, Mairie, un truc comme ça, qui donnaient de l'énergie. Ça, c'était la phase d'urgence qui nous a permis déjà de commencer par constater ce que disait le président. Ils sont allés plus loin. Et la phase transitoire, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez constater que nous avons une nouvelle centrale la centrale de Mariag. Centrale thermique de Mariag-l'État 2, qui nous fournit 120 MW. À côté de ça, vous avez aussi, c'est vrai qu'à l'extérieur, on en prend un peu au niveau du Ghana et au niveau du Nigeria à travers l'IPP. Mais ce qui est réel en ce moment, c'est qu'on a réorganisé, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas actif, on les a réorganisés, on les a mis en service. En plus de ça, Mariag-l'État 2 vient renforcer. Et à côté de ça, on a pensé aussi, il y a eu des photos et des énergies renouvelables, il y a au moins 18 stations. Je veux dire, photovoltaïque, énergie solaire, énergie photovoltaïque, 18 stations. Donc, actuellement, en cours, en ce moment, je ne peux pas dire qu'on est à une autosuffisance, mais il y a eu une grande amélioration. C'est-à-dire, vous pouvez déjà constater qu'avant, quand il y avait une panne, de délestage, c'était au moins 115 heures d'attente. Aujourd'hui, on est passé à environ 15 et 17, disons 16 heures. Vous voyez, entre 115 et 16 heures, il y a déjà une grande amélioration, il y a un grand effort. Au-delà de ça, vous allez constater que même quand il s'agit d'intervenir de façon technique aussi, il y a une grande amélioration. Et en plus de ça, tout ce qui est mis en place aujourd'hui contribue à éviter aussi les gaspillages. Donc, on a gagné au moins 1% par rapport au fait qu'en 2015, c'était environ, je crois, 23% de gaspillage et que maintenant on est à 22, donc on a gagné au moins 1 point. Donc il y a eu, en même temps qu'il y a eu de nouvelles installations, qu'on a réorganisé les anciennes centrales, on a eu aussi des gestes. Et puis vous allez constater dans le projet du gouvernement, ils sont en train de penser à amener les ménages à changer les lampes de façon à gagner en matière. C'est-à-dire l'énergie qui est intéressante pour nous, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire des économies parce que les anciennes lampes permettaient de consommer beaucoup. Donc, il y a toute une stratégie, tout un plan de développement et en plus des ambitions pour l'avenir dans le programme du président. Et donc, tel qu'il a dit, on est en train de constater. C'est vrai que ce n'est pas encore
entièrement ce qu'on veut, mais ils sont en train de travailler. On a voté aussi le code béninois au niveau de l'énergie. On a voté un code bénino-togolais pour permettre aux investisseurs aussi de venir apporter, c'est-à-dire de venir investir dans le secteur énergétique. Parce que quand il y a le code qui organise, le secteur juridique, quand c'est bien organisé, ça permet aux investisseurs de venir, de oser. Et donc on a besoin de ça, puisqu'il faut le partenariat public-privé aussi, puisque l'État seul ne peut pas, le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Donc il crée le cadre pour permettre à d'autres investisseurs de venir. Donc, voilà. Et donc ça a été fait. Et donc vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme... en tout cas, il y a beaucoup de réformes en matière énergétique, en plus de tout ce que nous pouvons déjà constater réellement. Et aujourd'hui, les Béninois peuvent témoigner qu'on a moins de délestage, on a plus de l'énergie et qu'il y a encore beaucoup de projets d'avenir en cours. Très bien. Les résultats, vous avez entendu quelque peu les chiffres avancés donc par Alematou Badarou. Est-ce que cela se constate sur le quotidien des Béninois? Je vous pose autrement la question, Arnaud Quincy. Tout à fait, M. Romia. Je crois que nous tous, nous vivons sur le territoire national, dans un passé récent, et nous pouvons faire du moins une approche comparative de ce qui était fait jusqu'au 6 avril 2016 et ce qui est fait du 6 avril 2016 à 22 octobre 2019. Vous savez, le Bénin est passé de 0% du taux de production d'énergie à 25% aujourd'hui du taux de production pour notre besoin national. C'est important. Le cadre juridique, Mme Bada vient de le dire, a été renforcé et c'est ouvert au secteur privé. Et les gens aujourd'hui, vous savez, les perspectives à venir, nous avons déjà atteint l'autosuffisance. C'est-à-dire quoi? Je ne dirais pas que les installations actuelles nous permettent déjà l'autosuffisance, mais les perspectives que nous attendons couvrent largement nos besoins en énergie. Et le Bénin, dans les perspectives toujours, aura la capacité d'exporter de l'énergie. On vous parlera, puisque vous parlez de perspectives, on vous dira que c'est perspective. Non, mais vous savez, tout est un projet, toute organisation. Dans un passé récent, ce n'était pas fait. Dans un passé récent, il y a 3 ans, on ne pouvait pas en parler. Aujourd'hui, si le débat est fait, c'est qu'il y a des avancées louables. Il y a beaucoup de choses qui se font. Vous savez, il y a quelque temps, le Béninois ne pouvait pas dire, il n'était pas sûr, en rentrant chez lui, pouvait avoir de l'énergie. Aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir l'énergie. Et même si on vous coupe, vous êtes sûr que dans peu de temps, dans quelques minutes, cela va revenir. Et regardez les services aujourd'hui de dépannage au niveau de la SBE. Leur rapidité à vous répondre, à vous donner le courant. Même les demandes, tout ça. Vous savez, cette journée doit nous permettre quand même de faire une analyse objective et aussi continuer à faire des projections. Vous savez, on doit s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'est-ce que nous voulons pour nos nations. La nation béninoise a-t-elle besoin d'une énergie commerciale, d'une énergie de développement ou simplement d'une énergie domestique? Les deux vont de pair. Soit nous aurons une énergie domestique pour vous et moi, quand même sécuriser le peu que nous avons et la rendre accessible à nous tous, l'utiliser à bon escient pour permettre à la compagnie qui est fournisseur de l'énergie de pouvoir réexporter. Tout cela rentre dans l'économie nationale pour que cela réexporte. Si nous passons tout le temps à gaspiller, ce n'est pas bien. C'est ce que disait tout à l'heure Mme Badarou. Nous devons tout le temps chercher à économiser. Notre patriotisme sera quand même de mise pour que le chef de l'État puisse réussir tout ce qu'il est en train de faire. Nous ne dirons pas que tout est encore rose. Mais si vous regardez dans les perspectives, parce que un peuple doit vivre de l'espoir. On reviendra. Et c'est le cas aujourd'hui dans cette journée de nous dire certaines vérités, de voir ce qu'il faut faire pour qu'ensemble, nos expertises, ce que nous connaissons, nous pouvons les mettre sur la table. Très bien. On reviendra plus amplement sur les perspectives. François-Xavier Noumon, Alematou Badarou parlait, insistait sur le fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, insistait sur le fait que c'est Maria-Gueleta l'État 2. Par ailleurs, précédemment, il y a eu des initiatives, certainement, parce que quand on parle de 2, certainement il y a eu 1.
Évidemment, vous voulez remuer, vous nous ramener à de très mauvais souvenirs. Madame Badarou a sûrement raison. Vous savez, je me rappelle du lancement officiel de la centrale thermique de Madaglita 2. Je mets de côté les discours des autorités béninoises. Il suffisait d'entendre juste les discours des partenaires techniques financiers, des partenaires de développement pour comprendre. C'est le premier projet, je le disais sur ce plateau il y a quelques jours, c'est le premier projet de cette envergure qui a été mené du début jusqu'à la fin dans les délais. Ça veut tout dire. Il ne faudrait pas en sourire parce que ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Bon, ça peut sembler être un peu, même si on doit s'en féliciter, mais c'est quand même affligeant d'un côté. Mais c'est le premier grand projet d'envergure que le Bénin mène de A à Z, sans dispersion de ressources et dans les délais. Donc ça veut tout dire et sans que le chef de l'État n'y mette pied une seule fois. C'est quelque chose d'inédit. Ça ne résout pas tout d'un coup de baguette magique les problèmes des Béninois, mais il faut le souligner. Ça dénote d'une certaine méthode dans l'exécution des projets, dans la prise d'initiative et dans la gestion des projets de ce type. Les compétences sont valorisées. Le ministre qui dirige ce département n'a plus rien à prouver dans ce secteur. Il a traîné ses guêtres un peu partout dans des projets autrement plus important, donc il est de bon ton que ce type de projet soit mené ainsi. Alors, Madame Badarou le disait tout à l'heure, le gouvernement s'est vite inscrit dans la résorption du gap énergétique dès 2016. La contractualisation des groupes électrogènes, Agreco, MRI, ainsi de suite, la remise sur pied des 30 MW de la SB2E pour pouvoir permettre aux Béninois de respirer un peu. On est allé très vite à Madaglita 2 qui devrait se compléter parce que l'objectif, c'est d'arriver à 400 MW sur le même site. Je pense que la deuxième phase des 120 MW, il y a une autre centrale thermique qui est déjà presque bouclée avec la BI, la Banque islamique de développement. Donc, ça, c'est mis de côté. Les centrales photovoltaïques, on devrait tourner autour de 50 MW avec l'accompagnement du MCA. Donc, peu ou prou, on devrait arriver à 2021 au minimum autour de 300 MW en considérant que le projet de centrale thermique devrait mettre au moins une année à se boucler et avec la construction du site, ça devrait nous amener à 2021. Ce qui nous fait grosso modo assez d'énergie pour, je ne parlerai pas d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance énergétique. Les deux vont de pair. D'autosuffisance énergétique, simplement parce que dans les prévisions de la SB2E, par exemple, le taux de raccordement est en moyenne 6% par année. 6% par année, même si cette année on est autour de 2%, simplement parce qu'il y a eu un problème d'approvisionnement des compteurs prépayés qui a été résorbé avec les 75 000. Donc ça a un peu ralenti les prévisions. Sinon, chaque année, 6% de Béninois, ce qui fait un nombre assez conséquent, devraient se raccorder sur les lignes électriques. Ce qui fait que c'est une course perpétuelle. Et justement, il y a encore des Béninois qui n'ont pas encore eu cette chance de vivre plus dans le noir, mais de retrouver l'électricité. Et le Béninois est toujours exigeant et attend encore beaucoup. On parle d'eau potable pour tous, mais on parle également d'énergie pour tous, Alimatou Badarou. Oui, tout à fait. Et puis récemment, d'ailleurs, on a constaté qu'il y a de nouveaux compteurs qui sont arrivés avec la SVE. Je crois plus de 115 000 nouveaux compteurs prépayés. C'est intéressant. Et vous avez vu déjà par rapport à cette journée, on nous a montré que désormais on peut acheter en plus de l'énergie. Depuis avec Move et MTN. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ça aussi, c'est faciliter la tâche aux Béninois. Parce qu'en attendant, même ceux qui n'ont pas encore eu l'énergie, ceux qui ont eu l'énergie, moi je me rappelle, il y a des moments où le week-end, brusquement, ton compteur est éteint et tu n'as pas d'énergie. Et tu ne peux pas acheter de l'énergie quelque part. Et en ce temps, je me disais, mais mince, on s'adore au Bénin ou quoi? Parce que j'ai une tante qui a Idan au Gabon. Elle travaille chez la société d'énergie là-bas. Et tu peux acheter l'énergie n'importe où, comme on achète les recharges. Et je me dis, mais qu'est-ce que mon pays met du temps à faire ça? Et en son temps, je me disais, mais il y a un problème. Mais aujourd'hui, c'est résolu. Je suis très fière, je suis très heureuse qu'au moins déjà, on ait résolu ça. Parce qu'une chose est d'avoir de l'énergie, mais il faut en disposer aussi. Parce qu'on a des centrales
l'énergie est là. Mais il faut attendre un lundi avant d'acheter de l'énergie. Vous pouvez être coupé à tout moment, en pleine nuit, et vous ne pouvez pas recharger pour les compteurs prépayés. Donc, c'est résolu. Je tiens à souligner ça parce que c'est une nation salutaire et c'est bon pour la population béninoise. Et je félicite d'ailleurs le ministre de l'Énergie parce que franchement, lui, on l'a vu, c'est comme on dit... on l'a mis, c'est sa compétence. Et on l'a mis au poste qu'il faut et il est en train de nous démontrer ses capacités. Franchement, il est encouragé. Et toute l'équipe de la SVE pour ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Mais seulement, je voudrais que ça continue. Parce qu'effectivement, il y a des Béninois qui n'ont pas d'énergie. Et je salue aussi d'autres entreprises de la place qui font des efforts. Parce que moi, par exemple, j'ai un site à Togouin. Togouin, on peut dire que ce n'est pas dans notre département, c'est pas Cotonou, c'est du côté de Abomey-Calavi. Mais néanmoins, on n'a pas d'électricité à ce niveau. Et récemment, j'ai dû voir par surprise une énergie solaire avec un partenariat avec MTN. C'est pas pour faire de la publicité à Félix, mais effectivement, l'énergie solaire, puisque vous en parlez, oui. À Nokensi, c'est une autre source qui semble ne pas être très exploitée. Non, au fait, vous savez, c'est maintenant que l'État est en train de renforcer le cadre juridique de tout ce qui est énergie au Bénin. Et ça prend du temps à se formaliser. Les gens sont déjà habitués à l'installation domestique de ces énergies renouvelables. Mais, vous m'excusez, je vais faire quand même un retour en arrière rapidement. Parce que de telles journées, il faut quand même faire certaines analyses du passé pour savoir d'où nous venons, où nous sommes arrivés, où nous allons. Il y a cela 3 ans, avant 3 ans, les milliards que l'État béninois injectait dans l'énergie, sans pouvoir passer le seuil de 0% de production. Chaque année, que ce soit l'SBE ou la CB ou autre, le nombre de milliards que notre État injectait chaque année, sans pouvoir atteindre le seuil de 1% de production énergétique. Aujourd'hui, nous n'avons pas dépensé ça et nous sommes déjà à 25%. C'est la volonté politique. Si tous les Béninois, tous les secteurs... Mais on pourrait vous dire que la volonté est si exprimée, peut-être que ça n'a pas abouti. J'en viens. Il ne faut pas que tout à l'heure, monsieur François Xavier refusait qu'on remie un peu la plaie. Mais autant pour vous. C'est le lieu de remuer. Parce que si nos compatriotes ne comprennent pas le sens élevé d'engagement du gouvernement, du chef de l'État, a atteint le seuil de la suffisance énergétique et l'autosuffisance énergétique, ils ne comprendront pas pour pouvoir le suivre. Vous pouvez interroger les archives au niveau de la SBE, au niveau de la CEB. L'État béninois injectait des milliards pour nous mettre dans le délestage. Pour nous mettre dans le délestage, dans un passé récent. Ces milliards n'étaient pas injectés pour nous donner de l'énergie. C'est ce que nous avons fini par comprendre. On a parlé de Maria Aglita 2, vous étiez étonnés, pas du tout. Les gens ont pris 70 milliards pour pouvoir réaliser un projet de 35 milliards. Le projet a été stoppé. Pour redémarrer, ils sont allés chercher 10 milliards. Ils n'ont pas pu finir. Moins de 40 milliards ont été injectés en 3 ans et nous avons 120 mégawatts. C'est de ça il s'agit. C'est ça la volonté politique. Et c'est ça les Béninois doivent suivre. Et c'est de ça il s'agit. C'est ça le bilan de cette journée pour nous les Béninois. Nous devons comprendre d'où nous venons, d'où nous sommes arrivés et où nous allons. Si on ne fait pas ça, les gens, nos compatriotes ne comprendront pas le bien fondé de l'engagement et des réformes en cours. Et tous ceux-là qui ont fait cette gestion calamiteuse, aujourd'hui sont devenus opposants à cet engagement de donner de l'énergie à nos populations. Parce qu'en voulant bloquer l'État, tout le monde reconnaît tout de même qu'il y a des efforts. Je crois que c'est là le débat, c'est ça, notre manifestation de la journée de l'énergie que je viens vous décrire tout à l'heure. Oui, je pense qu'il faut repréciser certains faits. Évidemment, je pense que les populations ne sont pas dupes, les populations comprennent qu'il y a beaucoup d'améliorations et les populations voient. C'est ça la chose la plus importante. Ça se voit. L'énergie ne peut pas se cacher. Donc ça se voit, les Béninois comprennent. Ça se constate. Ça se constate. Voilà. Mais il faut repréciser certains chiffres. Il faut dire que il y a eu du gaspillage, il y a eu de la mauvaise gestion, il y a eu de la dispersion de ressources publiques et la justice
est toujours en train de travailler. Il y a une cour spéciale pour traiter de ces affaires. Mais il n'en demeure pas moins, et ce n'est pas fortuit que le gouvernement, a préféré faire une délégation de gestion de la SB2E pour pouvoir un peu amener plus d'efficacité dans la distribution de l'électricité. Simplement parce que, encore cette année, l'État a injecté environ 21 milliards de francs CFA pour que la SB2E tienne. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas mélanger les chiffres. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement béninois, l'État béninois continue de perfuser la SB2E simplement que c'est simplement discutable. Oui, non, c'est la supervision avec la douane où les partenaires financiers ont demandé que cette ardoise soit quand même effacée. Bon, ce qu'on veut dire, c'est un audit, la SB2E vient de publier ses chiffres, c'est structurel. On ne dit pas, ce n'est pas une histoire de tel a fait ci, tel a fait ça, c'est factuel ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que l'argent a été détourné, mais simplement que la SB2E prenait un fait. Depuis 2016, l'objectif, pourquoi l'État a attendu 3 ans pour faire une délégation de gestion alors que cette option était déjà dans les cartons? Parce que le gouvernement a fixé l'objectif à la SB2E d'améliorer son taux de recouvrement. Le taux de recouvrement de la SB2E faisait par exemple que la SB2E tournait un déficit dans ses engagements d'autour de 10%, 15%, ce qui fait une ardoise de milliards. Donc aujourd'hui, on est passé d'environ 60 et quelques % de taux de recouvrement. À fin 2018, on est à 85%. Donc, il y a du travail qui a été fait. Oui. Donc, ça a été fait pour pouvoir apurer les comptes, mais il n'en demeure pas moins que l'État encore a injecté de l'argent. Ce que je voulais dire, très concrètement... Non, c'est pour vous dire que c'est une exigence des partenaires financiers. Ça se comprend. Ce que je voulais dire... Quand on parle de délestage, par exemple, pour arriver au point que je vais préciser pour que les gens comprennent, quand on parle de délestage, le délestage n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas d'énergie. Ça n'a rien à voir. On parle de délestage quand le réseau de transport n'est pas capable de supporter l'énergie transportée à une heure bien précise. C'est pourquoi on dit délester. On déleste une ligne parce qu'à un moment donné, la ligne est surchargée. Donc on ne veut pas mettre le réseau en péril. De même trouver une solution. Donc ça ne veut pas dire que le délestage, ce n'est pas le manque d'énergie. Ça, il faut le préciser. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que la plus grande faiblesse, et c'est pourquoi le gouvernement est en train de réformer la société de distribution qui est la SB2E pour se concentrer sur ce problème. Parce que pour la production au niveau des investisseurs, il n'y a pas de problème particulier parce que le cadre des affaires est assez sain, donc il s'agit de produire et de vendre. C'est le prix du kilowattheure à l'issue de qui compte. Mais il y a l'énergie est en 3 phases. Et la phase la plus importante, c'est le réseau de transport. Et le réseau de transport, les investisseurs ne sont pas très enclins à mettre leurs billes parce que conjoncturellement, depuis les années 90, ça demande beaucoup d'argent. Donc, en réalité, et le ministre l'a rappelé encore aujourd'hui, il y a quelques jours, c'est ce pont bien précis auquel le gouvernement va s'attarder parce que vous pourrez construire autant de centrales que vous voulez. Si vous n'avez pas de réseau de transport, vous avez toujours un problème. Ce qui fait qu'il y a des zones qui peuvent être accessibles. Ce n'est pas que l'énergie n'existe pas. Il y a des zones dans le fin fond du Bénin qui peuvent avoir de l'électricité, mais simplement le réseau de transport est déficient. Et l'autre chose pour comprendre, on dit souvent on est dépendant du Nigeria. Mais le Nigeria ne nous vend pas de l'électricité par pur plaisir. Le Nigeria, le pays lui-même, arrive à peine à juguler 50 et quelques % de couverture générale. Et eux aussi, ils ont le même problème. Effectivement, c'est à cause de ça qu'ils ont la latitude, certains, puisque le secteur est privatisé, c'est à cause de ça que certains discours, comme on l'appelle là-bas, ont de l'énergie disponible à vendre à des pays tiers, parce qu'eux aussi ils ont les mêmes problèmes de transport. Donc, il faut dire que l'État a fait beaucoup d'efforts dans la production. L'État est en train de réformer la distribution avec la mise en délégation de la SB2E et il reste le pont entier qui va occuper tout le reste du quinquennat, c'est le transport. Voilà. Merci pour cette clarification. En ce qui concerne, parce que Alimatou Badarou l'évoquait, effectivement, quand j'ai besoin d'avoir de l'énergie et après cela, je dois aller faire des rangs kilométriques pour aller payer. C'est grâce tout de même au projet Défisol aujourd'hui que par le biais, on ne va pas les appeler, par le biais donc des opérateurs GSM, on pourra désormais aller faire ce geste-là, ou du moins depuis chez nous, et
En tout cas, elle est très contente, Halima Toubara. Ah, je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Elle est très contente. Non, ça Parce que simplifie. là, on va vendre mieux. Oui. On va avoir du chiffre d'affaires. Et on pourra faire face aux charges. C'est très important. En réalité, ce n'est pas que le besoin n'existe pas. C'est juste qu'il n'offre pas. Et Le service n'était pas offert. Oui, Voilà. et il faut La dire demande que- est là, mais le service n'était pas offert. Et donc, ça va augmenter. Il faut dire que ça va Vous permettez, permettre... on va... Oui, il d'accord. semble être Oui. lésé. Non, non, vous savez, le chef de l'État, le gouvernement actuel a un souci de la sécurisation des recettes de toute l'administration publique. Vous savez, c'est la quête de ça qui les pousse aujourd'hui à réfléchir. Bon, au fait, si on ne sécurise pas le peu que nous avons, la question, parce que dans notre pays, il y a un problème de justice sociale qui se pose. C'est un groupuscule qui s'accapare du bien commun et en fait ce qu'il veut. C'est en cela que nous notons beaucoup de désordre dans nos administrations. Quand on vous nomme, vous vous accaparez du peu qu'il y a et vous en faites ce que vous voulez. Mais la sécurisation du peu, nous saurons d'où l'argent est parti, là où c'est venu et comment on saura le redistribuer. Mais la dématérialisation de tout ce qui est recette au niveau de l'État est une source d'avenir pour nos générations et de paix sociale et de justice sociale. En fait, les engagements pris aujourd'hui par le gouvernement sont de plusieurs ordres. C'est en cela que si nous ne regardons pas la pertinence des réformes en cours, la pertinence des engagements, et que nous voyons rien que les actions politiques autour de tout ce qui est fait, nous allons nous végéter dans du dilatoire, dans de la diversion et dans des calculs politiques politiciens. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Bénin est devenu un pays normal. Que autre nation n'imaginait pas. Le Bénin ne l'était pas. Mais le Bénin, nous n'étions pas une nation, nous étions un État. C'est ça. On avait juste un territoire délimité par des frontières. Et que beau matin, un Maya américain russe pouvait venir nous acheter ce territoire pour dire, mais vous avez des problèmes d'argent. Votre budget fait peut-être 10 milliards l'an. Je suis prêt à vous donner 15 milliards de dollars. Mais en ce moment, vous allez changer votre hymne national. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. pas. À une disparition, c'est-à-dire l'État a fui ses engagements, ses responsabilités. Et que c'est les générations futures qui en souffriront. C'est de ça. Et aujourd'hui, nous devons quand même louer l'effort. Mais dites-vous, qui ne veut pas qu'on le chante du matin au soir? Qui ne veut pas qu'on le loue selon ses bienfaits du matin au soir? Parfois, je regarde le gouvernement qui est le chef de l'État. Quel est son intérêt dans tout ce qu'il fait? Quel est son intérêt, lui, particulier, son intérêt particulier? Mais je ne vois pas. Très bien. Parce qu'il a un souci des plus démunis. De nos populations à la base. Du coton-culteur de Gorgounou, du coton-culteur ou bien de l'agriculteur qui est à Dida, ou de celui qui est à Wémé. C'est ceux-là qu'ils pensent. Vous croyez que vous et moi qui sommes à la cité, à la cité, nous avons la chance de constater, de voir et d'aller venir. Mais quel est le besoin de celui qui est au village, vous croyez? Vous croyez que vous avez les mêmes revendications? Celui qui est dans son champ, lui ne veut que l'énergie, il ne veut que l'eau, il ne veut que l'école pour ses enfants, la maternité pour sa femme. Il veut une route. Quand il va produire, il peut venir à la capitale et il va se retrouver. Et c'est d'ailleurs pour ça que... c'est d'ailleurs si vous arrivez aujourd'hui à nos 15 pour les 75% de nos compatriotes, vous serez portés au firmament de vos éloges. Très bien. Il a bien compris, c'est pourquoi il parlait de ce que l'eau et l'électricité et l'énergie sont des droits inaliénables. Oui. Et c'est important. La dématérialisation maintenant, parce que qu'est-ce que cela changera fondamentalement? C'est vrai que Arnaud Quincy a commencé par le dire. Non, il a insisté sur un fait sur lequel il faut insister, réinsister, c'est la justice sociale. C'est vrai que ce concept a été un peu dévalué par le passé, mais garantir ne serait-ce que l'accès équitable de toutes les couches de la population
à une denrée aussi indispensable que l'énergie, c'est résorber, disons, le gouffre, la fracture sociale. Bon, je ne vais pas employer ça, c'est un terme sur lequel Chirac a fait campagne en 1994. La fracture sociale, essayer de combler ce gap. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et il faut dire que cela participera, je pense qu'avec ce qui est en train d'être fait, les Béninois se réconcilieront avec la SB2E, parce qu'il faut dire quand même que depuis des années, la qualité demandée à n'importe quel Béninois, qualité de service minable, les Béninois ronchonnent matin, midi et soir, mais aujourd'hui, déjà avant même les 75 000 compteurs prépayés ces derniers mois, on a pu voir que la SB2E avait adopté de nouvelles pratiques, un peu plus, allait un peu plus vers sa clientèle, on ouvrait les week-ends. Donc la dématérialisation, le fait de pouvoir utiliser les canaux habituels, électronique. C'est là où quelque peu je suis obligé d'être d'accord avec mon ami d'en face, parce que ce gouvernement ne réinvente pas l'eau chaude. Les moyens numériques, ça existait déjà depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui empêche les présidents d'administration à s'impliquer véritablement? Bon, il faut dire, c'est, disons, les conflits d'intérêts, l'indécision. Il y a beaucoup de ces petites choses, mais qui ont une telle grande importance pour les populations à la base qu'aujourd'hui, ça semble être normal. Il parle de pays normal. Aujourd'hui, ça semble être évident pour tout le monde. Alors qu'il a fallu, presque entre griffes, couper des têtes, déblayer le chemin pour pouvoir permettre à ces projets de se mettre en place. Parce que les gens nous regarderaient quand même un peu de façon bizarre qu'on célèbre le fait de pouvoir, comme Mme Badoro le disait, de pouvoir payer l'électricité électronique. Alors qu'on fait déjà pratiquement tout. On s'envoie des forfaits, on paye déjà par mobile. Un certain nombre de choses. Allez-moi, Badaro, revenir un peu sur, c'est vrai, la dématérialisation qui s'observe, ou du moins qui a commencé depuis quelques heures, et tout cela. La gestion maintenant, l'efficacité à la tête de la SB2E avec la récente décision du gouvernement. Pensez-vous que l'énergie pour tous, dont nous rêvons, nous tous, nous pouvons y aller? Oui, bien sûr, nous pouvons y aller, puisque nous avons aujourd'hui l'autorité de régulation de l'électricité. C'est très important. C'est très important parce que le droit des consommateurs aussi était bafoué. Vous vous rappelez comment on était traité un peu. Déjà, parfois, vous allez au guichet de la SBE, on ne vous accueillait pas bien. Les gens se lèvent à des heures impossibles, font des queues pour donner l'argent à l'État et on se fiche pas mal d'eux. Et à des heures, vous allez là-bas, on ne vous prend même pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec cette audace, l'État béninois a tout à gagner, la société même elle a tout à gagner. C'est vrai qu'il y en a qui voient d'un mauvais œil le fait qu'on confie la gestion de la SBE à une structure privée. Mais justement, c'est mieux pour l'État parce qu'il y a moins de charges. Parce que quand c'est tout ce qui est bien public, nous fonctionnaires, on a tendance à se dire que c'est pour l'État, on fait ce qu'on veut, les charges sont énormes puisqu'on ne peut pas évaluer. Alors que le privé, lui, il sait ce qu'il met et ce qu'il doit pouvoir faire la part entre ses charges et son chiffre d'affaires et dégager un bénéfice, payer ses impôts. Donc ici, l'État a tout à gagner en déléguant, en faisant le partenariat partenariat public-privé. C'est très important. Et donc, on a tout à gagner vraiment. Et c'est une très bonne action que le gouvernement vient de poser là. Et vous allez voir, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon argent, c'est comme les GSM. Je vais dans le réseau que je veux, je paye mon et ma consommation. Donc, les GSM, ils font leur chiffre d'affaires, ils ont en retour le devoir de me donner satisfaction. Et donc, c'est comme ça la SBE aussi doit être désormais. Ce n'est plus la structure d'État où on subit. Et vous allez voir que quand ça va commencer comme ça, on aura encore moins de délaissage, puisque eux, ils veulent rentabiliser leur investissement. Ils ont besoin de gagner. Et plus il y a de l'énergie, plus on consomme. Et les populations qui n'en ont pas, qui sont dans les zones déshéritées, en ont besoin pour leurs activités. Et pour la sécurité aussi de ces populations. Et ça permet aussi aux industries qui étaient délocalisées de venir s'installer et d'aller dans des régions. Parce que l'énergie, c'est très important pour le développement. Et ce qu'on a commencé, à terme, vraiment, le Bénin a tout à gagner. Et justement, il y a de ces conseils des ministres, quand vous référez quand même au relevé du conseil des ministres, vous voyez qu'il y a des agréments qui sont donnés à des usines, qui sont donnés à un certain nombre de structures pour s'installer et pour ériger un certain nombre d'infrastructures. L'énergie, il faut avoir l'énergie pour quand même... C'est un peu requis.
C'est même un prérequis. Et puis maintenant, on a aussi voté des lois, le code dans le secteur, c'est-à-dire on a créé un cadre juridique pour permettre à ces gens de venir s'investir à fond. Donc c'est très important pour le développement du Bénin, c'est-à-dire en agissant dans le secteur énergétique seulement, nous contribuons à grande échelle au développement de notre pays, à l'amélioration du bien-être social, et l'État a tout à gagner aussi, donc que ce soit dans les recettes au niveau des impôts. Donc vraiment, l'énergie, c'est tellement primordial. Même si ce n'est pas les besoins de nécessité, comme on le dit, mais c'est tellement primordial que je ne sais même pas comment l'expliquer. Vous voulez faire les routes, tous les travaux qu'on fait aujourd'hui, vous voyez, même pour les projets d'asphaltage, on voit des gens qui travaillent jusqu'à 0 heure. Il y a des rues de Cotonou où vous voyez les sociétés en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie. S'il n'y avait pas de l'énergie, ils ne peuvent pas travailler. Vous vous rendez compte que l'énergie, c'est comme la respiration d'un pays. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez rien faire. Très bien. En ce qui concerne l'énergie, c'est vrai, au profit des populations, mais également au profit des structures, des sociétés qui sont dans l'industriel, par exemple. Tout à fait. Je l'ai dit à l'entame du débat que l'énergie, c'est quand même le fondamental. Pour l'économie fondamentale, il faut de l'énergie. Vous ne pouvez rien faire. Vous-même qui êtes là, le tailleur qui est à côté, pour repasser aujourd'hui nos habits ou le blanchisseur, c'est de l'énergie. Pour apprendre, pour c'est vrai qu'il y a toujours des tailleurs qui sont conservateurs de l'autre fer là. Voilà. Aujourd'hui, l'énergie est rentrée dans nos quotidiens. L'énergie est rentrée dans nos quotidiens et nous devons nous accommoder à ça. Maintenant, c'est la sécurisation de cette énergie. Comment faire pour rendre cette énergie à la portée de nous tous, ou que le peu que nous avons, nous pouvions l'utiliser à bon escient. Et les moyens les plus adéquats que l'État a trouvé dans la gestion ou la distribution de cette énergie, c'est le moyen de paiement, qui est aujourd'hui un moyen de paiement très pratique. Quand je parle aujourd'hui par Flouze ou par Mobile Money, vous pouvez payer l'énergie. Vous savez, il faudrait que, moi c'est ma doléance, nous devons quitter les compteurs conventionnels pour aller au compteur prépayé. Ça va permettre non seulement à la SBE de dépasser les problèmes de recouvrement et d'atteindre le taux de recouvrement à 100%. Et c'est ça le projet à long terme du gouvernement. Et ça pourra régler les histoires de problèmes de facturation que nous avons. Les pénalités, les poids que nous payons et les factures mal faites, où il y a des erreurs sur des factures. Vous payez pour des mois, les gens ramènent ces factures en arrière et vous demandent de payer. Or, c'est eux qui ont fait ces erreurs. Vous savez, tout ça là sera réglé. Et chacun va rester dans son couloir. Les politiques vont rester dans leur couloir et les économistes vont rester dans leur couloir. C'est-à-dire chacun doit rester dans son domaine de compétence pour opiner, même pour opérer. C'est important. Il ne faut pas que tous ces faits là, c'est fini dans la République. Chacun de nous doit prendre conscience. Et nous devons changer de paradigme. On ne peut pas avoir accès à un pouvoir d'État pendant 10 ans et ne pas pu quand même donner le fondamental à ses compatriotes. Moi, ça me fait du mal quand je fais le calcul de ce que l'État a injecté en 3 ans et ce que l'État a injecté en 10 ans, de 2006 à 2016, et que ce que l'État a injecté du 6 avril 2016 à 22 octobre 2019, je dis mais qu'il y a un problème dans le pays. Il y a un problème. Réjouissons-nous tout de même. C'est ça le problème, c'est ça que nous devons nous réjouir aujourd'hui. Et oublier. Et nous devons faire la fête en cette journée de l'énergie. C'est important. C'est notre fête. En 10 ans, ce qu'ils ont dépensé dépasse ce qu'on a utilisé en 3 ans pour avoir 25% de taux de production. De toute façon, nous tendons vers la fin. Oui, on n'oublie pas le passé parce que de toute façon, des dossiers sont pendant, plusieurs dossiers sont pendant devant la justice, donc il sera bientôt temps de faire le point de tous ces dossiers. Il y a tout de même une source qui n'est pas, j'avais fait la question à Arnaud Quincy, l'énergie renouvelable. Voilà, c'est tout de même également, c'est vrai. Oui, il faut dire que quand on regarde notre pays, on est bien ensoleillé, donc on se dit, de fait, évidemment, intuitivement, l'énergie, le soleil par exemple, les centrales photovoltaïques devaient être accessibles. Et si vous regardez très bien tous les projets que le gouvernement a implémentés, les 50 MW avec le MCA, il y a un autre projet d'une vingtaine de mégawatts avec l'Agence française de développement, plutôt dans le plateau, ainsi de suite, je crois, si mes souvenirs sont bons dans le plateau. Pourquoi l'État lui-même ne s'est pas encore engagé sur financement direct
des centrales photovoltaïques. Il faut dire une chose pour que les gens comprennent. Le coût de l'électricité produite, malgré que la denrée soit disponible, n'est pas inférieur au conventionnel. C'est ces dernières années que le prix baisse parce que la technologie évolue, l'efficacité de production évolue, les nouvelles machines, les nouvelles centrales sont plus efficientes. Donc, les coûts sont de plus en plus abordables pour des pays comme le nôtre. Mais on est déjà sur le chemin. C'est-à-dire qu'en 2021, nous aurons un parc d'environ 100 à 120 MW exclusivement de centrales photovoltaïques. Donc, on pourra faire ce qu'on appelle le mix énergétique avec le photovoltaïque, le thermique, l'hydroélectrique, parce qu'il ne faut pas oublier les barrages de Dadjarala, Nangbeto, ainsi de suite. Donc, ce que je veux souligner, c'est que en 2016, le gouvernement a tablé sur un investissement global sur les 5 ans d'environ 850 milliards, exclusivement pour l'énergie. Aujourd'hui, on est autour de 400, un peu moins de 500 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. Très bien, ça reste 350 qui sont en train d'être négociés. Voilà, malheureusement, nous sommes à la fin de cette mais 30 secondes chacun, 30 secondes vraiment, oui. Oui, non, moi je tiens simplement à féliciter le gouvernement pour toutes ces réformes qu'on a mis en place au niveau du secteur de l'énergie. On a fait le constat, il y a beaucoup de projets encore d'avenir et le secteur est ouvert il y a des opportunités pour les investisseurs. On attend les investisseurs, que ce soit dans le segment de la distribution et dans le segment du transport. C'est très important. Maintenant, je souhaiterais vraiment que l'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité, nous sorte un génie. C'est-à-dire, quand je parle de génie, c'est-à-dire quand vous sortez du Bénin. Bon, c'est vrai que la France est une grande nation, mais aujourd'hui en France, vous avez beaucoup de fournisseurs d'énergie. Vous avez Engie, vous avez Direct Énergie, vous avez d'autres sociétés et vous avez le choix. Le client, aujourd'hui, nous sommes obligés de subir la SBE. Certes, ça avance déjà parce qu'on a amené un partenaire, mais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de partenaires dans ce sens et que le pays noir puisse choisir, qu'on puisse aller chez Move ou chez MTN. Et mieux encore, vous avez aussi des indicateurs qui permettent de lier la consommation à distance et que vous pouvez avoir un forfait que vous payez chaque mois. Une fois seulement que vous avez une fiche de paie ou bien que vous avez une adresse, on vous donne de l'énergie et chaque fin du mois, on va prélever un montant forfaitaire de votre compte et à la fin de l'année, on fait le bilan par rapport à votre consommation et c'est facile. Donc, pourquoi l'énergie? On n'a pas peur. Donc, c'est notre rêve. On souhaite ça puisque c'est la journée mondiale de l'énergie. Il faut rêver. Alors, donc, je rêve pour mon peuple.